S'il n'y avait qu'un seul mot à choisir pour résumer ce que peut représenter leur établissement, ce serait le mot « espoir ». Toutefois, l'espoir, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Personne ne peut définir pour une autre personne ce qui est une source d'espoir pour elle. Par contre, ce qu'il est possible d'identifier ensemble, ce sont des obstacles qui peuvent se dresser dans l'expression de l'espoir. Parmi ces obstacles, il y a les images et les représentations sociales que les gens se font de la maladie mentale et des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes, qui sont des schémas de pensée préconçus qu'un groupe d'individus se fait à propos d'un autre groupe d'individus. Ces stéréotypes sont le fruit de tout un imaginaire qui ne reflète pas la réalité et qui distorsionne la perception des faits. Et lorsque ces fausses représentations deviennent des jugements basés sur de telles impressions non vérifiées, il s'agit de préjugements, soit de préjugés. Les stéréotypes à propos des personnes vivant avec la maladie mentale, soit les personnes que l'on dit être des malades mentaux, incluent A. Les reproches. On suggère alors que ces personnes pourraient se prendre en main si elles le voulaient. Il y a aussi B. La présomption de dangerosité. Les manchettes de journaux sensationnalistes suggèrent souvent des liens entre des crimes commis et un diagnostic de maladie mentale, alors que la très grande majorité des crimes violents sont perpétrés par des gens qui n'ont pas de tel diagnostic. De plus, les personnes vivant avec la maladie mentale sont en fait plus souvent victimes de violences que le reste de la population. La troisième composante de la stigmatisation c'est la présomption d'incompétence. On insiste alors sur les coûts que peuvent représenter la prise en charge et les mesures de soutien en suggérant également que les personnes concernées ne sont qu'un fardeau et qu'elles ne peuvent ni ne veulent contribuer à l'effort collectif. Si seulement les stéréotypes restaient sans conséquences plus sérieuses que de garder ceux qui le pensent dans l'erreur, on pourrait se dire « tant pis pour ces personnes-là ». Malheureusement, les stéréotypes qui, par définition, ne s'appuient pas sur la réalité, ont des conséquences dans la réalité des gens à propos de qui ces stéréotypes sont entretenus. Ils conditionnent la façon dont le public en général se comporte envers les personnes à qui on impose le stéréotype. On dira de ces personnes victimes de préjugés qu'elles sont stigmatisées, c'est-à-dire qu'elles se font affubler d'avance une étiquette identitaire sur la base d'idées préconçues. C'est ce qu'on appelle la socio-stigmatisation, laquelle rabaisse dans un statut d'infériorité les personnes stigmatisées qui n'ont dès lors plus les mêmes chances de se réaliser ou de se faire reconnaître pour qui elles sont véritablement. Elles ne sont plus traitées d'égal à égal, par exemple lorsqu'elles font l'objet de discrimination sur le marché du travail ou de ségrégation lorsqu'elles sont regroupées contre leur gré dans des espaces fermés ou même dans des ghettos. En matière de santé mentale, probablement plus que pour tout autre problème de santé, un diagnostic médical devient assez rapidement, en fait, un diagnostic social. Social en ce sens qu'un diagnostic devient un motif pour porter atteinte à la dignité de la personne lorsqu'on s'en sert pour la dénigrer. Lorsque les préjugés se traduisent en actions concrètement préjudiciables envers une minorité, il est possible de dénoncer et même, éventuellement, de poursuivre les auteurs de ces actes. Dans les sociétés démocratiques, il y a des lois qui interdisent de telles pratiques. Par contre, il est beaucoup plus difficile de s'attaquer de cette façon-là à la stigmatisation lorsque celle-ci est intériorisée et lorsque les personnes qui en sont victimes se voient et se déprécient elles-mêmes sous le prisme déformant des stéréotypes. Il y a en effet la socio-stigmatisation et l'auto-stigmatisation. La première vient de l'extérieur et la seconde, bien sûr, infligée à soi-même, vient de l'intérieur. L'autostigmatisation repose d'abord, 1. Sur la conscience de l'existence de stéréotypes dans la société et la connaissance qu'on peut en avoir. 2. Il y a l'étape qui consiste à endosser les stéréotypes de la société face aux malades mentaux. Et troisièmement, l'autostigmatisation consiste finalement à s'appliquer à soi-même une vision stéréotypée.
Encore une fois, si les conséquences de l'autostigmatisation ne restaient qu'au plan conceptuel et de l'image de soi, on pourrait se contenter de trouver cela bien dommage. Malheureusement, plusieurs études démontrent que l'effet de l'autostigmatisation ne s'arrête pas à ce stade de l'image de soi. Cet effet se répercute sur le comportement de la personne et ses décisions d'agir ou non pour changer les choses. L'image déformée de soi affecte alors les médiateurs psychosociaux qui sont des intermédiaires entre ce que la personne perçoit d'elle-même et ce qu'elle fait en société. Parmi ces médiateurs psychosociaux, il y a l'estime de soi et il y a le sentiment d'efficacité. Lorsque ces médiateurs sont négativement affectés par l'autostigmatisation qui déforme l'image de soi, un effet démoralisateur se prolonge ensuite jusqu'à limiter la capacité et la volonté même de la personne de se prendre en main. Tout ceci nuit à l'autonomisation de la personne et à la possibilité de l'aider dans ce sens. Une estime de soi réduite affecte, en effet, négativement l'intention globale de demander de l'aide. Et lorsque le sentiment d'efficacité se transforme plutôt en sentiment d'inefficacité, la personne se décourage d'avance par crainte d'échouer dans ses tentatives d'améliorer son sort et d'être reconnue comme une personne ayant échoué. L'image de soi déformée par l'autostigmatisation, elle-même alimentée par la sociostigmatisation, a donc un impact négatif bien réel sur les attitudes et comportements de la personne par rapport à la poursuite ou à l'abandon de ses objectifs de vie. Tout cet engrenage, c'est ce que Patrick Corrigan a appelé l'effet pourquoi essayer, le Why Try Effect. Et on ne s'étonnera pas d'observer qu'une personne qui n'essaie pas d'améliorer son sort et qui ne se fait pas aider non plus pour améliorer sa capacité d'améliorer son sort, eh bien, elle n'y parviendra effectivement pas. La boucle serait-elle ainsi bouclée? Conférant donc de la véracité aux images et représentations sociales que nous disions pourtant fausses au début de cet exposé? Si tel était le cas, ce serait en effet désespérant. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Des interventions peuvent en effet efficacement contrer et même inverser l'effet « pourquoi essayer ». Il est possible de développer une identité positive en interagissant avec des membres d'un même groupe d'individus ayant en commun d'être stigmatisés. Ceci permet de développer et maintenir une meilleure estime de soi à la fois individuelle et collective. C'est pourquoi des interventions axées sur le rétablissement misent sur la présence d'usagers dans l'offre elle-même de soins et de services. Ces usagers, en particulier les pères aidants formés à cette fin, personnifient l'espoir d'un possible changement, puisqu'ils sont eux-mêmes des exemples de réussite et d'émancipation qui contredisent de manière très éloquente les stéréotypes fatalistes. Ils ont réussi à se libérer de l'emprise de la socio-stigmatisation, exercée sur eux comme sur le reste de la société, et puis de celle de l'autostigmatisation qu'ils ont pu vivre à un moment donné de leur vie. Les pères aidants incarnent donc l'espoir et sont formés pour le communiquer en favorisant des rapports d'égalité et de réciprocité, des rapports dégagés de tout stéréotype.